Généralement, un taux d'acceptation qui est inférieur à 92-93%, c'est plutôt pas bon. Il y a des marchands, pas plus tard que la semaine dernière, on a un marchand qui nous partage son taux d'acceptation avec son PSP actuel qui est de l'ordre de à peu près 87-88%. On estime que le gain à la fin de l'année de CA, uniquement de CA, sur l'évolution du taux d'acceptation qu'on pourrait avoir de son PSP actuel à nous, on estime que c'est de l'ordre de 300 à 350 000 euros sur l'année. Bonjour tout le monde, bienvenue sur le Shop des Titans. On est ravis aujourd'hui d'accueillir Paul-Louis. Je peux te laisser te présenter si tu veux pour démarrer. Enchanté, merci pour l'invitation Oriane. Donc je me présente très rapidement, je m'appelle Paul-Louis, je suis directeur des partenariats e-commerce pour Payplug. Payplug qui est un prestataire de paiement français. Ouais, très bien. Eh bien, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va justement se parler de PSP et de comment choisir le meilleur PSP pour son site e-com et a fortiori sur Shopify. Est-ce que tu peux commencer par nous préciser ce que c'est qu'un PSP pour les gens qui ne seraient pas forcément habitués de l'acronyme ? Ouais, alors PSP c'est un acronyme qui veut dire prestataire de services de paiement ou plateforme de solutions de paiement, il y a plusieurs explications. En fait, un PSP se décrit comme étant un facilitateur de paiement pour les commerçants. Donc nous, on équipe notre produit, c'est une API. Et on déverse ensuite cette API sous forme de module. Donc les marchands peuvent soit nous intégrer en custom via nos API, soit directement utiliser des plugins qui sont disponibles sur les CMS et qui leur permettent du coup de faire à la fois l'acceptation et l'acquisition des paiements. Donc c'est-à-dire d'accepter un paiement par carte d'un tiers, donc carte qui est détenue par un client, ce qu'on appelle un porteur de carte, carte qui est émise par un émetteur, donc une banque, et nous en fait on va faire en sorte que le paiement parte de l'émetteur et arrive jusqu'à l'acquéreur, et donc l'acquéreur c'est la banque du marchand. Ok, très bien. Et je pense qu'il y a un peu une idée reçue de se dire, je prends un peu le premier nom que je connais quand je veux choisir mon PSP ou je prends le même que mon voisin. Mais finalement, c'est un choix qui est peut-être un peu plus personnel à faire en fonction du stade de son activité. J'imagine que tu vas nous le confirmer, mais un bon choix de PSP ou un bon choix de mix PSP d'ailleurs peut être assez game changer en fait dans l'évolution de la vie d'un marchand et de son activité. Ouais, complètement. En fait, il y a plein de marchands qui potentiellement sont dans des phases d'accélération, donc ils ont des sujets vraiment très liés à de l'acquisition ou à de l'optimisation de logistique, pour qui, en tout cas, le challenge de la brique paiement va pas être prioritaire. Il y a d'autres marchands pour qui, par exemple, des sujets comme le scaling, donc c'est-à-dire l'optimisation du checkout, le fait d'aller à l'international, le fait de challenger son TCO. En fait, ça, c'est plein de sujets, plein de réflexions qui font que le challenge du PSP devient pertinent. Il y a aussi plein d'autres situations dans lesquelles les marchands oublient de challenger leur PSP. On en reviendra, je pense qu'on en parlera juste après, mais typiquement, quand on a une baisse de conversion, on ne challenge jamais son PSP, très rarement. Je dis jamais, mais volontairement je grossis le trait parce que c'est très rare que les marchands se posent la question de ce qui se passe au niveau du PSP, notamment lorsqu'il y a un taux de conversion qui est en baisse. La plupart du temps, quand le taux de conversion il est en baisse, le premier truc qu'on fait, c'est qu'on va taper sur les doigts du marketing parce que y a un problème au niveau des ads, il y a un problème au niveau du funnel, des landing pages et autres. Alors qu'en fait, le PSP est un élément tout à fait interrogeable dans la stack. Ouais. Et quand on en est au moment de s'interroger sur son PSP, est-ce qu'il y a des signaux côté marchand qui nous montrent qu'on doit potentiellement remettre en question son PSP ? Est-ce que tu as des... La première métrique que nous, on regarde et sur laquelle on accompagne nos marchands, mais aussi dans l'éducation des marchands, c'est le taux d'acceptation. Donc le taux d'acceptation, c'est ce qui définit, c'est ce qui définit la performance d'un PSP. Le taux d'acceptation, pour celles et ceux qui ne le savent pas, mais de plus en plus, c'est quand même une notion qui monte en tout cas dans les esprits, c'est le nombre de paiements réussis sur le nombre de paiements initiés. Donc ça n'a rien à voir avec le taux de conversion qu'on peut voir, donc qui est généralement compris entre, je vais dire une bêtise peut-être, mais entre 1,5 et 3% à peu près en France, le taux de conversion, qui peut monter évidemment et qui peut être bien plus bas. Le taux d'acceptation est plutôt généralement compris entre, les standards du marché en tout cas, va être compris entre 90 et 94-95%. Ok. Voilà. Et ça, c'est le premier. Quand on analyse son taux d'acceptation, si on a un taux d'acceptation
lorsqu'on est notamment sur une verticale qui est considérée comme bas risque, ce qu'on appelle du low risk chez nous, donc c'est-à-dire cosmétiques, prêt-à-porter, on va avoir aussi maison-jardin, des choses comme ça. Donc tout ce qui est plutôt panier à faible montant, donc quand je dis faible montant, c'est inférieur à 250 euros, qu'on vend sur des un site en propre, qu'on n'est pas sur des qu'on n'est pas une marketplace, qu'on ne fait pas de dropshipping ou autre. Généralement, un taux d'acceptation qui est inférieur à 92-93%, c'est plutôt pas bon. Ouais, c'est questionnable en tout cas. Ouais, c'est questionnable, tout à fait. Ouais. Ok. Et aujourd'hui, donc le premier critère à prendre en compte, ce serait ce taux d'acceptation. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres KPIs un peu plus minoritaires à regarder aussi ? Il y a une chose que les marques font assez peu, et encore une fois, ce que je trouve dommageable, parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans une logique où les coûts d'acquisition ont énormément augmenté. Tout ce qui est ads notamment, que ce soit sur Meta, Google ou autre, ça a énormément augmenté. On est dans une logique aujourd'hui d'optimisation de l'existant, plus que de conquête, entre guillemets. Et il y a un sujet aujourd'hui qui n'est pas suffisamment, je trouve, adressé par les marques, c'est combien me coûte mon PSP ? Qu'est-ce que me coûte un paiement ? Aujourd'hui, on sait que dans le coût d'acquisition, le paiement n'est pas suffisamment mis en valeur. C'est-à-dire que le coût d'acquisition, c'est qu'est-ce que tout ton funnel te coûte avant de vendre. Et donc après, tu as ton CAC évidemment qui ressort. Et en fait, là où c'est vraiment intéressant, c'est que tu as beaucoup de marques qui utilisent des PSP. Tu as plein de noms, je vais pas les citer, mais tu as plein de noms qui pensent en fait avoir cette tarification-là, mais qui ne savent pas, ou alors soit qu'ils l'ont oublié, soit que c'est pas très clair dans leur tête, que par exemple, beaucoup de PSP facturent les remboursements. Quand tu es en prêt-à-porter, facturer des remboursements, ça veut dire facturer environ 20 à 25, voire même beaucoup plus sur des périodes de forte vente, le 20-25% de tes transactions. Surfacturer, puisqu'il faut dire une chose, c'est qu'un PSP ne te rembourse pas les frais initiaux de processing paiement. C'est-à-dire que le paiement, tu l'as payé, c'est marrant, payer un paiement en tant que marque sur la transaction une fois qu'elle est initiée. Mais si par exemple tu as un remboursement sur ce paiement-là, tu as beaucoup de PSP aujourd'hui qui facturent. Tu as aussi des frais de processing, typiquement sur du 3DS. Lorsque le 3DS est déclenché, tu as des PSP qui vont facturer ce frais-là. Tu as aussi des PSP qui vont te facturer des frais supplémentaires, notamment liés à de la fraude, de la lutte anti-fraude. Et en fait, tout ça fait que potentiellement, tu penses avoir un taux de facturation. Quand je dis ton taux de facturation paiement, c'est que je fais la somme en fait sur 100 euros du variable et du fixe, puisque les PSP fonctionnent de cette manière-là. Tu as un variable et un fixe par transaction. Tu penses que ton taux de facturation est à 0,7, alors qu'en fait, il est plutôt aux alentours de 0,82. Et en fait, 0,12%, là que je cite, dans l'exemple que je te donne, 0,12%, c'est 0,12% de ton EBITDA en fait. Et dans une logique et dans une période telle que celle qu'on vit aujourd'hui, qui est une rationalisation des coûts, une maîtrise la plus précise, fine possible de ton PNL, 0,12% ou plus ou moins, ça a toujours un impact. Ouais, carrément. Et du coup, si tu viens choisir un PSP sur lequel tu as et une facturation qui est plus à ton avantage et avec un meilleur taux d'acceptation, tu peux vraiment faire un gros gap sur ta renta en bout de ligne. Complètement. Nous, on arrive aujourd'hui à faire des estimations à peu près. Alors, on va très très loin dans le détail. C'est pour ça qu'encore une fois, la partie paiement doit vraiment être gérée par des experts du paiement. Quand on commence à discuter avec une marque et quand on rentre dans une logique de négociation, en tout cas de présentation, on se projette avec la marque sur un possible accompagnement, il y a plein de métriques qu'on prend en compte, notamment ce qu'on appelle le MCC. Alors le MCC, il y a beaucoup d'acronymes dans le paiement, je ne vais pas tous les citer, mais il y en a un, c'est le Merchant Category Code. Chaque marchand, selon des critères bancaires, monétiques, est classifié dans une catégorie, puis dans des sous-catégories. Le MCC, qui est affilié à un marchand, donc qui va le catégoriser selon du low risk, medium risk ou high risk, fait que les paiements vont plus ou moins être facilement validés. Je m'explique. Aujourd'hui, plus tu as de 3DS, donc c'est-à-dire de double authentification, pas de 3DS, pardon, je me corrige. Plus tu as de double authentification 3DS, donc c'est-à-dire le fait de devoir valider de manière biométrique ton identité quand tu es derrière la carte, fait que plus tu en as, plus tu vas avoir des chèques de paiement. Pourquoi ? Parce que plus tu rajoutes de friction, plus forcément tu vas avoir de paiements qui vont échouer parce que j'abandonne mon panier, parce que ma connexion est mauvaise, etc.
Et en fait, c'est là où nous, on est très bon aussi et qu'on veut éduquer nos marchands à faire ça. C'est que dès lors qu'un marchand commence à discuter avec nous, on va faire toute une batterie d'analyses sur qui sont ses clients, quelle est la répartition selon les schemes. Alors les schemes, c'est les Visa, Mastercard, CB. CB est un réseau extrêmement prudent et extrêmement sûr. Donc en fait, toutes ces choses-là, le MCC, donc qui va nous permettre de catégoriser le marchand, la répartition, la répartition aussi, le split entre régions. C'est-à-dire on demande aux marchands, c'est quoi ton split aujourd'hui? Est-ce que c'est que de la France? Est-ce que tu as un peu de Belgique? Est-ce que tu as... Tout ça nous permet en fait d'affiner au maximum et aussi de faire des projections sur ce que pourrait être la performance chez nous. Il y a des marchands, pas plus tard que la semaine dernière, on a un marchand qui est sur une catégorie MCC qui est sur de la cosmétique, donc qui est vraiment low risk chez nous, et qui nous partage son taux d'acceptation avec son PSP actuel, qui est de l'ordre de à peu près 87-88%. Sur la base de ce que nous, on est capable de projeter et sur le chiffre d'affaires qu'il a, donc c'est un chiffre d'affaires annuel, une GMV que nous, on passerait en tout cas par carte, qui est de l'ordre d'à peu près 6 millions par an, on estime que le gain à la fin de l'année de CA, uniquement de CA, est de l'ordre, sur l'évolution du taux d'acceptation qu'on pourrait avoir de son PSP actuel à nous, on estime que c'est de l'ordre de 300 à 350 000 euros sur l'année. C'est ce qui est énorme. Ce qui est énorme, ce qui, en fait, encore une fois, et c'est là où vraiment j'insiste, et ce que je disais tout à l'heure, il y a une différence entre aller chercher des nouvelles ventes et valider de l'existant. En fait, là, c'est uniquement sur de l'existant. C'est-à-dire qu'on ne projette pas une évolution un 20% de chiffre d'affaires en plus par rapport à un budget ads en plus, des campagnes marketing ou autre. Si on est ISO, c'est-à-dire 12 mois roulants sur le PSP actuel et 12 mois roulants avec nous sur nos projections de performance, bah en fait, tu te rends compte que c'est 300K de CA comme ça, quoi, que tu peux aller chercher sans faire le moindre travail supplémentaire. Ouais, carrément. En vrai, c'est énorme. Ça a un impact assez dingue sur tes bouts de ligne. Et c'est aussi des choses qu'on peut tester si on n'est pas convaincu. Ou même, en fait, je voulais en venir au point du mix PSP. Ouais. On l'a évoqué un peu en tout début. Et peut-être qu'il y a pas mal de marchands qui ne sont pas tout à fait au fait de ça. Mais sur Shopify, tu as la possibilité d'avoir en même temps plusieurs PSP, potentiellement pour plusieurs segments de clients ou plusieurs typologies de paniers ou plusieurs typologies de lieux de livraison. C'est aussi le moyen peut-être de tester un PSP pour comparer aussi en live de stats de taux d'acceptation notamment. Ouais, complètement. Alors que ce soit sur Shopify ou ailleurs, mais bon, en l'occurrence, c'est Shopify qui nous intéresse. Mais en fait, c'est toujours ce que je dis, mais la richesse du e-commerce, c'est sa capacité aussi à pouvoir tester des solutions. Et on a une marque, par exemple, tu vois on peut citer des marques? On peut citer des marques. Okay. WeDressFair, qui est un client Pepluck qui vend des pièces de prêt-à-porter. Ils étaient avec un PSP tiers avant de passer avec nous, et en fait, eux, je trouve, ils ont eu le très bon réflexe. Il y a beaucoup de marchands qui disent non, vas-y, c'est bon, je vous fais confiance, j'ai tel client, tel marchand que je connais qui sont avec vous, on switch du jour au lendemain, et ça, c'est l'immense majorité des marchands qui font ça. Mais effectivement, si vous avez un doute, on peut tout à fait faire ce qu'on appelle soit de l'orchestration, soit de la B-test. Un marchand comme WeDressFair, par exemple, nous a AB testé pendant tout l'été. C'est-à-dire qu'il a commencé à mettre en prod sur le site à partir de mi-juin à peu près, et mi-septembre, il nous a dit c'est bon, on a fait nos tests, tout est bon, on migre la totalité. Et donc il est allé vraiment en ramp-up. Donc au début on avait que, je crois que c'était certaines plages horaires, il y avait ensuite c'était une partie des volumes, ensuite des régions, et puis en fait à la fin il s'est dit ok, vas-y, en fait la perf elle est, je crois qu'on lui a fait gagner pas loin de 7% d'acceptation. Donc voilà, l'A/B test est, je pense, une bonne manière aussi de rassurer des marchands qui peuvent être un peu plus, pas pessimistes, mais peut-être un peu plus prudents. Ouais, et ce qui est tout à fait normal, je l'entends. Ou attachés à leur solution historique aussi. Exactement. Et puis, encore une fois, on répète toujours que, et tu le sais aussi parce que vous en faites chez Moon Moon, mais changer de PSP, d'autant plus sur Shopify, c'est très simple. En un clic, c'est fait. Mais je peux comprendre effectivement que dans une démarche où tu t'adresses au paiement, à la brique paiement, donc la brique paiement, c'est la plus anodine et en même temps, c'est la plus sensible. C'est-à-dire que tu vois, là, on sort d'un Black Friday, tu as quand même des marques qui ont été concernées potentiellement par des bugs. En fait, tu peux avoir travaillé ton Black Friday pendant 6 mois.
t'as travaillé jour et nuit les 3 semaines précédant le Black Friday, bah en fait le PSP, c'est sûrement le truc le plus anodin, mais si ça fonctionne pas, toute ta chaîne tombe. Tout. Ouais, puis tu perds ta conversion au moment Tu où... perds ta conversion. Et que ce soit de l'organique ou du payant. Ouais. C'est-à-dire que vraiment tout tombe. Et donc c'est pour ça, je peux comprendre aujourd'hui que tu aies des marchands qui, je les rassure, mais je peux comprendre que tu aies des marchands qui se disent, ça touche au paiement, on va faire ça prudemment. Ouais, carrément. Et alors, c'est une question, si tu veux pas y répondre, on pourra la couper au montage, mais si on prend les plus grands PSP, les plus connus en France, est-ce qu'il y a peut-être des grandes différences que toi tu y vois? Est-ce que chacun a un peu des points forts particulièrement, des points faibles particulièrement? Ouais, complètement. Alors, je trouve la richesse aussi de cet écosystème, c'est qu'on a assez peu de... Comment dire? On est des concurrents directs, mais on a aussi beaucoup d'avantages et d'inconvénients les uns les autres. Historiquement, sur le marché, tu as ce qu'on appelle les modules bancaires. Donc, les modules bancaires, c'est les modules qui existent, les solutions bancaires, c'est les solutions qui existent depuis une vingtaine d'années. Donc, c'est-à-dire qui sont nés avec le e-commerce réellement, qui n'ont pas évolué, qui sont absolument pas chers, hein. C'est-à-dire que les banquiers aujourd'hui préfèrent perdre de l'argent par peur en fait de voir leur flux disparaître, ce qui est très bien pour certaines marques, hein. Tu as des marques qui font plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires mensuel, mais qui restent par leur banque parce que quand tu payes 0,22% de frais en facture, je dis pas 0,22 de variable, hein, c'est 0,22 de facture, bah oui effectivement tu peux avoir un taux d'acceptation qui va être à 7-8% de moins, mais si tu as un volume tel qu'aujourd'hui, tu payes quasiment rien à ton PSP. En vrai, c'est pratique. Ce qui te permet aussi d'aller renégocier, parce que tu as des flux, d'aller renégocier des choses avec ta banque et autres. Donc, je peux comprendre que dans une philosophiquement parlant, il y ait une démarche, enfin, je peux comprendre cette démarche-là. Et après, tu as ce qu'on appelle les PSP nouvelle génération qui sont arrivés. Nous, aujourd'hui, on va... les principaux qu'on va rencontrer, c'est Stripe, Adyen, Shopify Payments, en tout cas sur la brique Shopify. Et en fait, sur ces PSP-là, ce qui va nous différencier, c'est... certains vont être natifs. Je prends l'exemple de Shopify Payments. Shopify Payments est natif. Donc, qui dit natif dit que tu as des fonctionnalités autour de Shopify Payments qui ne sont dédiées qu'à Shopify Payments et auxquelles nous, en tant que PSP tiers, on n'aura jamais accès. Certaines, on y aura accès, d'autres, on n'aura pas accès. C'est assez flou, mais en tout cas, nous, ça nous permet aussi de pouvoir exister dans cet écosystème. Et tu as des concurrents, je prends l'exemple de Stripe ou d'Adyen, qui sont des concurrents, moi, que je pense très sincèrement être chanceux d'avoir aujourd'hui en tant que concurrent, parce que c'est des concurrents qui drivent le marché et qui sont extrêmement inspirants par ce qu'ils font, par les volumes qu'ils sont capables de processer. On a enregistré un épisode il y a quelques semaines à Nantes, justement, chez Explore, et qui me posait cette question-là, et il me demandait c'est quoi le volume processing annuel de Payplug. Bon, bah, nous, on processe à peu près entre 13 et 14 milliards d'euros par an. Alors, il avait les yeux écarquillés. La plupart du temps, les gens, quand je leur dis ça, ils ont les pupilles qui se dilatent. Mais en fait, il faut comprendre que si tu compares, par exemple, à un PayPal processe à peu près 1500 milliards par an. Ouais. Nous, on processe à peu près 15. Quand tu compares à un JP Morgan va processer à peu près aux alentours de 5000 milliards par an. Donc en fait, il y a des ordres de grandeur qui sont complètement démesurés. Si tu prends vraiment sur le e-commerce, aujourd'hui, les concurrents dont on va être les plus effectivement proches, quand je dis proches, c'est qu'on va rencontrer le plus souvent, ça va être Stripe, effectivement, Adyen, Shopify Payments. Et par rapport à des Stripe ou Adyen, c'est pas la même taille de boîte. On est sur une petite boîte, on est 350 à Paris, donc ça reste une petite boîte de paiement. Par contre, ce que les marchands viennent chercher, c'est notre expertise et notre capacité à les éduquer à tout ça. Chose que beaucoup de grands, en tout cas, ne font pas auprès de petits marchands. Quand je dis des petits marchands, c'est que des marchands à moins de 30 millions d'euros annuels, potentiellement des concurrents à nous qui sont beaucoup plus huge, ne vont pas le faire. Et aussi sur notre accompagnement. C'est vraiment nous. Ouais, j'allais y venir. C'est vrai qu'il y a un support qui est important. Est impeccable. Impeccable. Ouais. C'est vrai que même en tant qu'agence, c'est important de savoir qu'on a des vrais gens à qui parler, qui vont de façon réactive répondre à des questions ou régler des éventuels problèmes. Que ce soit nos partenaires ou nos marchands, les personnes qui travaillent avec nous savent que en fait, c'est un des grands avantages de Payplug, c'est d'avoir un point de contact et des relais qui permettent de faire accélérer des situations. Ouais. Que ce soit sur de l'onboarding, on l'a vécu cette année ensemble sur un marchand qui avait une urgence. Voilà, en fait, c'est un KYC qui peut être fait très rapidement si on le priorise.
qui va pas être bâclé, mais qui va être fait rapidement, donc priorisé, des paiements qui peuvent être sauvés en très peu de temps, alors que sur des machines qui sont plus grosses et donc de surcroît, et ce que je peux comprendre, peut-être qu'un jour on arrivera à ça, je ne le souhaite pas, mais beaucoup plus automatisé, entre guillemets, t'as moins d'envergure. Ouais, en tout cas, cette partie support, elle est importante à prendre en Ouais. compte, en plus des frais, des KPIs divers et variés. Complètement, ouais. Et j'avais des questions peut-être un peu plus concrètes, admettons, sur des cas de marchands qui, par exemple, se lancent sur de l'omnicanal ou de l'international. Est-ce que, dans ces cas-là, il y a un peu une stack PSP qui peut être... Est-ce que c'est le moment déjà de repenser sa stack PSP ? Alors, la première chose, c'est quand on se lance par exemple en omnicanal, c'est d'interroger le PSP qu'on a en ligne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des PSP qui ne font que du online. Tu en as de moins en moins, mais tu en as qui ne font que du online. La première des choses, avant de se lancer en magasin, c'est d'interroger le PSP qu'on a en ligne. En l'occurrence, nous, aujourd'hui, on a des solutions de paiement. On accompagne nos marchands de manière transverse, donc à la fois sur du paiement en ligne, mais aussi en magasin. On fait aussi de la DDP. La DDP, c'est la demande de paiement, donc par SMS ou par lien. Ça, on peut tout à fait le faire. Donc la première chose, moi, c'est vraiment, si vous vous lancez en boutique, interrogez votre PSP pour notamment les moyens de paiement. Le paiement en magasin, en France, c'est une complexité folle que moi-même je ne maîtrise pas et dans laquelle je ne veux absolument pas mettre le nez. Je suis très bien à la gestion des partenariats e-com et je veux y rester. Malgré tout, on travaille dans une organisation qui est assez large et qui accompagne des marques. Tu vois, cette année, on a accompagné RAM. Le groupe RAM, c'est 750 points de vente. L'année dernière, on a fait les JO 2024, donc on les a accompagnés sur la partie en ligne, mais aussi sur toutes les boutiques qu'ils avaient sur les différents sites olympiques. Donc, on sait faire et on le fait très bien. Maintenant, c'est d'une complexité folle et je vais même aller plus loin. On est capable aujourd'hui d'éduquer les marques qui veulent aller en omni à ce qu'est la monétique en magasin. Parce que brancher un PSP sur un site, c'est extrêmement simple. Brancher un PSP, ou en tout cas faire appel à un acteur monétique en magasin, c'est beaucoup plus complexe d'avoir une réflexion autour de la maintenance. C'est-à-dire, la maintenance, quand tu es en ligne, c'est facile, tu as des mecs derrière leur ordi, ils gèrent ça à distance. Faire de la maintenance sur un terminal de paiement, quand tu as une boutique dans le trou le plus paumé du monde, il faut être en mesure de pouvoir avoir un prestataire qui débarque potentiellement 7 jours sur 7. C'est une réflexion, un schéma un schéma de réflexion qui est vraiment très différent. En tout cas. Et après, sur l'international, c'est plutôt... Je pense qu'on a une chance immense, c'est aussi d'être sur l'Union européenne et donc d'être d'une part sur l'Union douanière, mais aussi et surtout sur bon nombre de pays de cette Union européenne, sur une union monétaire. Et cette chance-là, elle est inouïe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à part la logique et la spécificité par marché d'avoir des solutions de paiement locales, c'est-à-dire Banque Contact en Belgique ou autre, lancer un pays en online, qui plus est sur un Shopify, ça n'a jamais été aussi simple. Non, c'est clair. Ouais. Et est-ce qu'il faut peut-être se poser la question de à quel point la monnaie locale, si je veux me faire payer en monnaie locale sur Shopify par exemple, ce qui est hyper simple à mettre en place, est-ce qu'il faut se poser la question de la compatibilité de son PSP ? Alors tout à fait, ça c'est indispensable, sachant qu'aujourd'hui tu n'as pas de PSP autre que celui de Shopify, la plateforme Shopify Payments, que la passerelle Shopify Payments, qui puisse accepter des devises étrangères à l'euro et faire de la reversion. Parce qu'en fait, tu as aussi une chose, c'est que tu peux tout à fait avoir certains PSP, nous c'est ce qu'on est en train de mettre en place dans les deux sens, mais tu as des PSP par exemple qui vont te faire ce qu'on appelle du multi-currency en acceptation, mais pas forcément en settlement. C'est-à-dire qu'ils vont accepter du dollar et te reverser en euros. Mais potentiellement, tu es une marque demain qui commence à croître énormément sur le marché nord-américain. Potentiellement, tu veux accepter du dollar, mais aussi te faire reverser en dollars. Donc en fait, tu as aussi ça à prendre en compte. C'est est-ce que ton PSP est capable de te faire de t'accompagner sur des logiques de multi-currency en acceptation et en reversement également. Et après, comme tu le disais, de toute façon, la force aussi d'un écosystème comme celui de Shopify est donc de pouvoir, faire bouger un peu les lignes, notamment avec du checkout blocks ou autre, c'est de pouvoir faire cohabiter
des PSP entre Tout à eux, fait. et donc de pouvoir utiliser les meilleurs atouts de chacun, quoi. Sur de l'euro, sur de l'acceptation nette, sur de la carte, de la Visa, de la CB, de la Mastercard. Euh, Enfin voilà, aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment, je le dis très objectivement, et des chiffres de CB qu'on pourrait vous partager aussi, mais on est le meilleur PSP en termes de performance, acceptation sur le marché français. Demain, tu veux aller effectivement vendre, en plus de ce que tu fais, tu as une petite partie qui va se vendre un peu au UK, par exemple, parce que tu as envie d'ouvrir le UK. Bah, faut pas se poser la question. Tu fais de la cohabitation avec Shopify Payments, ça fait super bien le taf et c'est top. Ouais, très bien. Nous, on a beaucoup de nos marchands, mais en fait, tous ceux qui sont actifs à l'international, qui ont un mix PSP Ouais, un peu de la sorte, quoi. ouais, On a beaucoup de Payplug ou de certains de tes confrères ouais. qui sont actifs sur le marché français, et dès qu'on veut avoir de la monnaie étrangère, de la devise locale, on passe sur du Shopify Payment. Et vraiment, ça se fait en 3 clics. Et Ouais. après, c'est un truc à monitorer, quoi, mais C'est un truc à monitorer. Et pour le coup, ça marche très bien. carrément. Ouais. Trop bien. On a fait un peu le tour de tous les critères à surveiller pour choisir son meilleur PSP. Est-ce qu'il y a des trucs qu'on aurait zappés, des trucs que tu voudrais rajouter? Non, moi, vraiment, pour moi, le pricing est vraiment quelque chose d'important à regarder. Il y a beaucoup de marques, par exemple, qui, c'était une mode pendant un moment, c'était de passer sur de l'IC+. Alors, l'IC+, c'est l'interchange plus. C'est-à-dire que, alors l'interchange, très rapidement, quand moi, par exemple, je facture 0,6%, c'est pas 0,6% qui vont dans ma poche. Sur les 0,6%, il y a une partie qu'on va reverser à Visa, une partie qu'on va reverser soit à Visa, soit à Mastercard, en fonction de la carte qui est utilisée. Il y a aussi une partie qui est l'interchange. L'interchange, c'est ce que les banques se payent entre elles pour pour transférer l'argent d'une à l'autre. Et ça, l'interchange, on a la chance aussi d'être encore une fois dans l'Union européenne, c'est qu'il y a des prix qui sont capés. Donc l'interchange, aujourd'hui, il est compris entre 0,21 et 0,29, si je ne dis pas de bêtises, sur de la carte domestique. Donc la carte domestique, c'est la carte de toi, de moi, c'est-à-dire du client particulier. Il est plus élevé sur de la carte professionnelle, mais sur du domestique, il est capé. Et donc ça, si tu veux, il y a comment dire, il y avait une mode pendant un moment, c'était que les marques ont beaucoup entendu parler, parce que tu as des acteurs aussi qui se sont mis à en faire, c'était de vendre de l'interchange plus. C'est-à-dire d'avoir un PSP qui ne te facture que sa marge, que ses Ok. coûts. Donc, potentiellement, le PSP va te facturer en IC+, en interchange plus, 0,25. Je dis, oh, génial, c'est que dalle, 0,25, je signe tout de suite. Sauf que derrière, tu reçois une deuxième facture avec tous les interchanges, tous les frais Visa Mastercard, tous les frais annexes liés au paiement d'une manière générale. Et le problème, c'est que Visa Mastercard, tout ça, tous les frais scheme sont des frais qui bougent tout le temps. Alors c'est pas grand chose, hein, ça va bouger de 0,001 centime, 0,002 centimes, etc. Mais quand tu fais le calcul à la fin, tu te rends compte que d'une part, d'un point de vue comptable, c'est une tannée pas possible à gérer. Et puis surtout, tu n'es absolument pas couvert, et là je le dis avec beaucoup d'objectivité, dans une crise, en tout cas la période qu'on vit actuellement, la crise inflationniste fait qu'on n'est pas à l'abri demain d'avoir des Américains qui disent moi les gars, en fait, moi mes tuyaux maintenant je vais vous les vendre 2 fois plus cher. Et en fait, ce tarif, ce qu'on appelle du coup, si c'est pas de l'interchange plus, ce qu'on appelle du blended, donc c'est-à-dire tout est calculé dans un seul frais qu'on te facture au client, et le client paye en gros ce frais-là. Alors ça varie si c'est de la carte domestique ou de la carte professionnelle, mais ce frais-là est toujours le même. Et ça te couvre aussi sur ces inflations-là. Mhm. Et c'est beaucoup plus lisible en termes de comment dire, d'un point de vue comptable. Et après, tu as aussi des marques, des PSP qui sont des PSP qui coûtent très cher, parce que notamment, ils ont des tuyaux, par exemple américains. Les tuyaux américains coûtent beaucoup plus cher, qui vont te dire, on a eu le cas, on en parlait hier soir avec un collègue à moi, on arrive sur un marchand et on est en face à un concurrent américain, et le concurrent américain se rend compte que son tarif en IC+, est plus élevé que notre tarif en blended, tu vois. Parce qu'en fait, nous, notre tarif en blended, on n'a pas les mêmes coûts, on n'a pas les mêmes coûts de structure que ces marchands-là. Et comme le marchand est considéré comme un petit marchand chez eux, ils vont pas faire un effort sur Mhm. le prix. Et donc ça, c'est vraiment important. C'est vraiment, pour moi, les marchands doivent être extrêmement fins dans leur analyse du pricing. Du pricing. Les remboursements, si vous êtes une marque de prêt-à-porter, vérifiez les remboursements, c'est indispensable. Si tu fais, je sais pas,
tu fais à peu près 5000 commandes par mois, donc tu en fais 60 000 par an. Potentiellement, tu as 20%, donc 60 000, si je suis pas trop bête, c'est 12 000. Tu as 12 000 remboursements à faire par an. Si tu payes 10 centimes par remboursement, c'est énorme. Ouais, C'est ouais, vraiment clairement, énorme. à Tu la te fin de rajoutes l'année, c'est 1200 énorme. euros de facture à la fin de l'année. Ouais. Et en tant que marchand, est-ce que je peux avoir aussi un axe de négociation là-dessus? Et qu'est-ce qui fait que je peux avoir du poids dans les négos avec mon PSP en tant que marchand? Est-ce que c'est mon volume de transaction, mon secteur d'activité, le potentiel Ouais, plus alors subjectif? c'est le volume de transactions. Alors, il y a plusieurs choses qu'on prend en compte. Alors déjà, ce que je rappelle, enfin en tout cas ce que je dis en conclusion de ce que je viens de dire, c'est que nous, par exemple, on ne facture pas les remboursements et on ne facture pas non plus le déclenchement de 3DS. Tout ça est compris en fait dans notre Mhm. offre. Donc ça, c'est assez clair, assez lisible en tout cas de notre côté. Sur comment dire, sur la capacité de négociation, les PSP regardent deux choses. La GMV, donc c'est-à-dire le volume de CA qui va passer par la plateforme. Donc ça, c'est ce qui correspond aux variables. Mhm. Donc le variable, c'est intéressant parce qu'effectivement, si tu factures 0,6% sur 10 millions ou 0,6% sur 5 millions, c'est pas la même chose. Mais ce qu'il faut bien aussi prendre en compte, c'est le panier moyen. Parce que facturer 15 centimes de transaction, 15 centimes par transaction sur un panier moyen à 60 euros, ou 15 centimes sur un panier à 1200, ça n'a absolument pas le même poids. De la même manière que facturer 0,6% sur un panier moyen à 100 euros, c'est pas du tout la même chose que facturer 0,6% sur un panier moyen à 1200. Donc ça, en fait, c'est vraiment important à prendre en compte, c'est la capacité, mais ça aujourd'hui, nous on le fait très bien et c'est ce qu'on raconte aux marques, c'est dès lors qu'on rentre dans un axe de négociation, dans une logique de négociation, c'est ce qu'on regarde, c'est le panier moyen et le volume global. Et en fonction de ça, on va ajuster. Et un panier, tu vois, je me souviens d'avoir eu cette négociation, je peux en parler librement, c'est avec Gaïa, donc les vélos électriques. Quand on a commencé à travailler, avant qu'on travaille avec eux et quand on était encore en négociation, on avait regardé la partie tarifaire et elle avait tout de suite compris qu'en fait, on avait un frais fixe qui était de l'ordre, je crois, de 15 centimes. Elle m'a dit, mais vraiment, on va renégocier un peu le tarif, mais ne m'offre pas un centime sur mes Ouais, transactions, ouais. je m'en fous parce que j'ai un panier moyen à 2500. Mais par contre, le fait d'aller chercher du 0,02%, ça Ouais, peut là, faire ça a une un vraie impact. différence par contre à la fin de l'année. Ouais. Ok. Et est-ce que le secteur d'activité peut jouer aussi dans votre capacité Mm. à avoir un peu de largesse Non, assez peu, assez peu. En fait, nous, ce qui va surtout être intéressant, c'est que quand on est sur des là où nous on va se baquer en tant que PSP, c'est si par exemple tu es considéré comme une activité à risque, on va potentiellement te dire, écoute, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te mettre ce qu'on appelle une rolling reserve. Donc la rolling reserve, c'est une réserve qui ne peut pas être comment dire, transférée du compte de cantonnement au compte bancaire du marchand, qui reste sur le compte PayPlug et qui permet en cas, et encore une fois c'est très rare, mais si par exemple ton activité est considérée comme un risque, on va bloquer une partie de la somme pour pouvoir éventuellement, s'il y a un gros souci, c'est-à-dire que là tu as énormément de remboursements qui tombent d'un coup, potentiellement faire des remboursements sans que ça impacte en fait, c'est que sans qu'on ait besoin d'aller chercher l'argent sur le compte Ok. bancaire du marchand, mais qu'on puisse du coup que le marchand puisse s'en servir directement sur le compte PayPlug. Ok, ça marche. Voilà. Bon, bah trop bien, on a fait un bon tour sur Ouais. comment choisir et quels critères prendre en compte quand on veut changer de PSP. Merci beaucoup pour toutes ces infos. Avec plaisir. Mais ouais, merci d'avoir été avec nous et au plaisir de continuer à bosser ensemble sur nos Mais futurs clients 2026 réserve plein respectifs. de surprises. Ouais, merci Pelle. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.